Connais-tu la CRO, Conversion Rate Optimization? Ce terme est surtout employé pour l'optimisation des sites e-commerce et des boutiques en ligne. Dans cet épisode, je reçois James qui s'est spécialisé dans ce domaine depuis plusieurs années. Il est donc devenu un spécialiste. Dans cette interview, il t'explique ce qu'est la CRO, pourquoi la CRO et l'UX design sont très souvent liés et pourquoi les designers doivent comprendre la CRO et encore bien d'autres choses. On va donc parler parcours et optimisation, page de vente et A/B testing, utilisateurs et engagement et comment se former. Voilà, si t'es prêt, c'est parti! Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! À la fin de l'épisode, James te donne ses 8 piliers. C'est en fait des recommandations essentielles pour avoir un meilleur taux de conversion d'un site web ou d'une app mobile. Ces 8 principes sont un vrai retour sur son expérience. Et la cerise sur le gâteau, James offre un bonus à tous les abonnés premium. Bientôt, ils pourront assister en direct live à l'audit d'un site web pour voir et comprendre les process que James a mis en place. Autant te dire que c'est vraiment super intéressant. Alors, si tu veux t'inscrire et assister à son audit en live, clique sur le lien designplus.supercast.com qui se trouve dans la description de cet épisode pour découvrir les tarifs et les nombreux avantages pour devenir abonné premium. Maintenant, je te laisse écouter l'épisode. Salut James, comment vas-tu? Salut Laurent, très bien. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr, alors moi c'est James, comme tu as pu le dire. Je suis product designer depuis maintenant bientôt 15 ans environ. Donc pour me présenter et revenir brièvement sur mon parcours, j'ai commencé par faire une école d'art. En vérité j'en ai fait 2, pour une petite anecdote. Donc à l'époque ça n'existait pas les termes UX, UI. Je t'apprends rien Laurent, hein, mais c'était plutôt ergonome, les mots tendance de l'époque. Donc après alors j'ai fait 4 ans, 2 en continu et 2 en alternance. Et suite à ça, du coup, j'ai commencé directement à travailler pour des agences web, des entreprises, des startups, des SS2I, comme on l'appelait à l'époque, qui est maintenant c'est ESN, des clients grands comptes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu tous les secteurs dans un premier temps, puis après je me suis spécialisé notamment sur l'optimisation des boutiques en ligne, des boutiques e-commerce, landing page, funnel, etc. Pour revenir encore un petit peu sur mon parcours, j'ai fait 12 ans de salariat. D'accord. Avant de me décider à me lancer à mon compte. Donc ça fait un peu plus maintenant de 3 ans que je suis à mon compte. Quel a été le déclic pour me lancer à mon compte? Je pense comme pas mal de Français pendant la période de la crise sanitaire, ça a été le déclic. On a tout plaqué avec ma femme et puis on est parti s'expatrier un peu plus au soleil. D'accord, ok, très bien. Alors aujourd'hui, on va parler de CRO, de CRO aussi, on appelle ça. Et donc tu vas tout nous expliquer sur le CRO ou sur l'accro. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu voulais aujourd'hui aborder ce sujet, s'il te plaît? Alors bien sûr, l'accro, pour ceux qui le savent, ça se traduit littéralement par l'optimisation des taux de conversion, donc en anglais conversion rate optimization. Moi je préfère dire plutôt que j'améliore les taux de conversion des sites e-commerce ou des boutiques e-commerce. Pourquoi? Parce qu'en France je trouve, en tout cas mon opinion personnelle, que le marché n'est pas encore assez mature pour parler vraiment de CRO, à part quelques entités où ils sont vraiment très bien positionnés dessus, qu'ils ont vraiment une maturité, une expertise dessus.
pour la plupart, ça reste assez vague comparé à ce qu'on peut appeler l'acquisition, des ads et compagnie. D'accord, ok. Et depuis combien de temps tu t'es spécialisé en fait dans cette partie-là? Alors, dans un premier temps, en fait, si tu veux, c'est quand j'étais salarié, j'avais quelques missions de temps en temps où justement il y avait des besoins pour optimiser justement ces boutiques-là. Alors, il y avait deux types de missions, c'était soit la mettre en place, tout ce qui est partie conception, tout simplement, et d'autres types de missions où là, il fallait vraiment améliorer justement ces boutiques en optimisant justement la conversion de ces tunnels-là. D'accord. J'ai une petite anecdote, tu vois, qui est pas une anecdote, mais ce qui est assez marrant, c'est que ça me rappelle un petit peu l'époque où, en France, où est arrivé le terme UX, designer. Personne savait vraiment ce que c'était. Bon, aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a encore quelques cas où malheureusement, c'est encore confondu avec de l'UI. Mais aujourd'hui, on est exactement on va dire dans la même période que quand le UX est arrivé, quoi, sur le gros, quoi. D'accord. Alors, avec James, on a découpé cette interview en plusieurs parties, et notamment en 3 parties, puis ensuite la conclusion. Et dans cette première partie, on va s'attarder sur la CRO, la décortiquer, et finalement, à quoi ça sert alors, James ? Alors à quoi ça sert? C'est assez simple. Aujourd'hui, par exemple, tu as une personne A qui veut investir X euros pour faire connaître sa marque à une personne Y. Et l'accro, moi, ma zone de travail, c'est de faire passer cette personne Y en personne Z, c'est-à-dire d'un prospect ou d'un futur client, en acheteur. Donc pour faire simple, j'aime bien utiliser des chiffres, c'est plus parlant, comme on dit. Si admettons tu dépenses 1000 euros en acquisition pour avoir 10 000 personnes qui vont arriver sur ton site, donc ces 10 000 personnes, elles vont pas tout acheter, malheureusement, pour les boutiques, mais on va dire, si on prend le cas de 1%, donc ça nous fait 100 personnes. Donc mon objectif typiquement est d'augmenter ce taux de 1%, faire passer au-delà d'1%. Donc en gros, c'est les personnes sur les 10 000 qui ont acheté, tout simplement. D'accord, ok. Et donc, quand toi, aujourd'hui, quand tu démarres par exemple une mission, tu as des objectifs avec un taux de conversion, de pourcentage à atteindre? Alors ça peut dépendre. Généralement, c'est chaque boutique est quand même assez très et unique. Il y a pas de boutique qui se ressemble. Typiquement, ce que tu vas vendre comme objectif à atteindre, ce sera pas les mêmes d'une boutique à une autre. Typiquement, je prends le cas de la Fnac, tu peux pas leur dire je vais faire 20% sur ta taux de conversion, c'est impossible. Déjà 1%, je pense que t'es considéré comme un demi-dieu. Après, t'as d'autres boutiques qui justement ont un scope ou un panel utilisateur beaucoup moins fort, ou un trafic beaucoup moins fort, et là tu peux te permettre justement d'atteindre des taux qui sont quand même beaucoup plus gros, notamment quand l'offre est pas encore bien construite. Il y a pas mal de choses à faire, je pense qu'on va en parler par la suite, mais voilà, ça dépend, chaque boutique est unique entre guillemets. D'accord, ok, oui, bien sûr, oui. Les clients sont pas les mêmes, la destination, les produits sont pas du tout les mêmes, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte évidemment. Oui, et puis chaque boutique n'est pas optimisée de la même façon, donc c'est beaucoup plus difficile de gagner 1% sur le site de la Fnac que d'avoir 10 ou 20% d'optimisation sur un site où il y a encore tout à faire. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. À qui s'adresse en fait la CRO aujourd'hui alors? Il y a quand même pas mal de cibles. Tu peux très bien dans un premier temps avoir des entreprises qui sont axées sur le B2B. Donc typiquement, qu'est-ce que c'est pour eux? C'est via c'est de la génération de leads, c'est des demandes de démonstration, c'est des inscriptions à des formulaires de contact pour récupérer, générer des leads qualifiés, ce genre de typologie entre guillemets de conversion que tu peux avoir. Tu peux avoir aussi également des startups.
startup. D'accord. Donc ça peut être une application mobile, des SaaS. Généralement, si c'est, allez, on prend l'exemple de l'application mobile, en fait, on va essayer d'augmenter le taux de téléchargement, d'inscription, d'engagement, de rétention sur l'application. Ce type d'axe-là qu'on va développer. Après, tu as des agences aussi dans le marketing digital. Donc ce sont des agences typiquement qui offrent les mêmes services que les miens, avec du coup toute une équipe qui est autour. Tu as aussi la partie marketing et les responsables produits. Donc marketing et responsables produits, ils vont définir les différentes versions de pages produits, les pages d'atterrissage, tout le marketing qui est autour, le copywriting à certains moments, des campagnes email aussi, pour identifier justement les éléments qui vont pouvoir générer de la conversion. Et bien sûr, les UX designers, évidemment. Faut pas les oublier, ceux-là. On va appliquer tous les principes de l'accro pour créer justement des parcours qui sont fluides et intuitifs pour les utilisateurs. Donc ce qui va permettre d'encourager la conversion. Quand un parcours est assez bien fait, quand on donne l'information au bon moment où l'utilisateur en a besoin, que c'est simple, que la navigation est bonne et bien faite, ça va permettre justement de retenir, d'augmenter notre rétention auprès de chaque utilisateur un peu plus longtemps et potentiellement d'augmenter nos conversions. Donc à partir de là aussi, on va pouvoir aussi notre trafic, on va pouvoir le convertir un peu plus, quoi. Et l'engager surtout un peu plus. D'accord, ok. Je préfère dire engager que convertir parce que voilà, on va dire c'est les deux phases qui se suivent, mais bon. Ouais. Et est-ce que engager, c'est obligatoirement convertir? Non, pas forcément. Engager, quand toi par exemple tu vas sur un site internet, consulter une information, tu peux très bien consulter du contenu, consulter des produits, sans forcément passer derrière, soit acheter, passer à l'achat ou poser ton mail pour t'inscrire à une newsletter ou une demande d'information ou quoi que ce soit, quoi. Mais évidemment. Je suis content d'accueillir 3 nouvelles abonnées dans la communauté premium de Design Plus. Merci à Aurore Ricou, Anne-Claire O'Haraud et Mélina Dupont d'avoir rejoint des dizaines d'autres designers. Toi aussi, tu peux devenir membre premium de Design Plus pour profiter de contenus exclusifs et inspirants. En 2024, tu pourras écouter tous les nouveaux épisodes plusieurs semaines avant le public. Tu recevras également plusieurs bonus exclusifs réservés aux abonnés. Alors n'hésite plus et clique sur le lien designplus.supercast.com que tu trouveras dans la description de cet épisode pour découvrir les nombreux avantages en étant abonné premium. Allez, on continue cet épisode. Donc dans cette nouvelle partie, on va parler plus des designers et de la formation. Et donc je le disais, on va s'intéresser donc aux designers. Et ma première question est: pourquoi les designers doivent comprendre ce qu'est l'accro en fait? Alors, plusieurs raisons. Pourquoi ils devraient comprendre l'accro. Pour moi, l'accro, c'est quand même mon domaine de prédilection, c'est quand même tout ce qui tourne autour des sites marchands, mais pas que. L'accro pour l'UX en général, c'est quand même hyper bénéfique, dans le sens où chaque UX designer va pouvoir s'aligner sur les objectifs commerciaux. C'est hyper important justement que en termes de design, d'expérience, qu'on arrive justement à ces objectifs là. Ça va permettre de favoriser justement la création de parcours qui vont pouvoir potentiellement augmenter l'engagement et potentiellement le revenu ou l'acquisition de nouveaux utilisateurs. D'accord. Ensuite, tu as bien sûr l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc comprendre l'accro, ça va servir à aider et surtout à créer des interfaces et des parcours qui vont faciliter justement la conversion en se basant typiquement sur de l'analyse comportementale comme toute recherche UX peut se faire normalement. Ouais, quoi. D'accord. Ensuite, on va prendre nos décisions qui seront basées sur des données tangibles, réelles. Donc ça encourage justement une approche fondée
entre guillemets du concret sur de la donnée, du feedback autour des utilisateurs. Donc ça, les UX le savent déjà, mais mélanger les deux, c'est hyper important. Puis après, on va pouvoir faire justement des itérations par rapport à toutes les hypothèses qu'on va pouvoir émettre. D'accord. Ensuite, tu as tout ce que j'appelle l'innovation. Donc ça aussi, je l'ai dit précédemment, c'est un travail qui est très itératif. Ça va permettre justement l'expérimentation, de tester, d'innover, de trouver les meilleures solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Dans l'UX, c'est le cas, mais dans l'accro encore plus, c'est vraiment l'aspect principal à retenir de toute cette démarche process, c'est vraiment l'aspect itératif. C'est vraiment très important tout au long de toutes les phases et du projet, même de la mission, etc. Ensuite, tu as une collaboration aussi, on va dire, interfonctionnelle avec différentes typologies de métiers et de personnes. Donc c'est aussi avoir la capacité à collaborer avec d'autres domaines, typiquement tel que le marketing, le développement, les chefs de projet, les PO, etc., les responsables produits, ce qui permet justement... Bon, c'est à peu près la même approche qui est en UX clairement, mais c'est quand même assez central. Ouais, bien sûr. Ouais. Et aussi la valeur professionnelle, donc la compétence en CRO va aussi augmenter typiquement la meilleure marchande, je pense, de chaque designer, en le rendant capable de contribuer directement à une performance commerciale. Donc en bref, c'est essentiel pour les designers qui souhaitent créer des produits numériques qui sont performants et qui vont répondre à des besoins utilisateurs tout en atteignant des objectifs commerciaux. Donc ça, je pense, c'est la plus-value que peut avoir, je pense, un UX designer en se formant, en commençant à monter en maturité sur ce sujet-là. D'accord, ok. Dans ces différents points, tu as pas mal parlé de commerce ou de valeur commerciale ou de performance commerciale. Est-ce que du coup les designers ont besoin de s'intéresser de près au commerce, au fonctionnement des boutiques, etc., d'avoir des connaissances, que ce soit dans des livres, dans des meet-up, ou de s'intéresser de façon un peu plus globale au fonctionnement des boutiques? Alors oui, c'est toujours un plus, clairement. C'est toujours un plus. On va pas se le cacher. Par contre, je reviens sur ce que tu m'as dit, c'est que aligné avec les performances commerciales. Alors attention, tout l'exercice ne se résume pas à ça. Il faut toujours trouver le juste équilibre entre expérience utilisateur et objectifs commerciaux. C'est un juste équilibre qu'il faut trouver justement par des itérations. Ne pas se focus uniquement sur l'objectif commercial parce que au détriment de l'expérience utilisateur, parce que si du coup on met tout l'effort sur l'objectif commercial, on va perdre en expérience utilisateur, et si on perd en expérience utilisateur, on va forcément ne pas atteindre cet objectif-là. Comment un designer peut intervenir justement dans ce processus de CRO? Donc il y a plusieurs manières qui sont assez, on va dire, essentielles, basiques. T'as toujours tu peux trouver des guides, des best practice, mais pas que, quoi. Il y a souvent un processus un peu plus, on va dire, étalé, que tu dois respecter plus ou moins pour arriver justement à réussir à trouver ce bon curseur. D'accord. Alors, James, tu as commencé à en parler. Ce serait intéressant de savoir comment les designers aujourd'hui peuvent intervenir dans ce process de CRO, s'il te plaît. Alors, il y a plusieurs piliers, entre guillemets, où ils peuvent intervenir pour améliorer tout simplement la conversion au final. Donc, il y a l'analyse de l'expérience utilisateur. Donc, on va évaluer, entre guillemets, l'expérience actuelle que les utilisateurs ont. On va pouvoir identifier les points de friction, ceux qui nuisent ou ceux qui vont nuire au taux de conversion. Donc on peut très bien utiliser des outils comme des cartes de chaleur, ce qu'on appelle des heatmaps, des sessions enregistrées, des Google Analytics et autres. Il y a plein d'outils pour faire ça, pour analyser le parcours utilisateur et comprendre où et pourquoi les utilisateurs abandonnent. Ensuite, tu as un deuxième pilier, c'est la conception qui sera basée, entre guillemets, sur cette analyse faite en amont. Donc grâce à ces données-là, les designers, ils vont pouvoir créer et ajuster les interfaces en se basant sur des insights concrets,
plutôt que sur des suppositions ou des intuitions. Donc cela inclut des petites modifications du template, de l'interface, de l'expérience en général de l'UX, dans le but d'améliorer cette expérience dans la navigation. D'accord, ok. Ensuite, en fonction de ça, on va effectuer nos premiers tests, nos premiers A/B tests. Donc c'est assez simple, hein. Les designers vont mettre en place un test A, B. Généralement, ce qu'on fait lors d'un premier test, c'est que la version A, on va la laisser telle quelle, et on va proposer justement notre nouvelle itération sur la version B. Donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est-à-dire que, admettons, il y ait... alors je prends un chiffre au hasard, hein, c'est pas précis, mais on va mettre 50% du trafic qui va arriver sur la version A et 50 autres % du trafic qui va arriver sur la version B. Donc en fonction de ça, on va justement réanalyser ces données-là et voir si notre hypothèse potentiellement, est-ce qu'on peut l'implémenter ou pas? D'accord. Est-ce que par exemple, dans ce cas-là, est-ce que une nouvelle itération ou cette nouvelle implémentation, on pourrait l'implanter, mais peut-être plus tard ou Alors tout dépend des données qu'on va pouvoir avoir en tirer dessus. Des fois, c'est franc, il n'y a pas besoin de se poser la question. On voit que l'itération fonctionne tout de suite, on a des retours tout de suite, instantanés par rapport à la version actuelle. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Des fois, on a un petit gap, donc on peut refaire des itérations sur celle-là. On peut en faire plusieurs, tout simplement. Et des fois, on peut très bien, admettons, dire la version B, admettons, elle a mieux marché que la A, donc on va essayer d'implanter, mais on va refaire d'autres itérations à partir de celle-là. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. D'accord, ok. Ensuite, tu as aussi l'optimisation mobile. Donc aujourd'hui, tout le monde le sait, hein, le mobile, c'est à prendre en compte, hein, surtout pour de l'achat en ligne. C'est quelque chose qui est maintenant, on va dire, assez anodin pour tout le monde. Hein. Tout le monde le fait, tout le monde l'utilise, moi le premier. Donc il est hyper important que justement sa boutique, son tunnel ou sa page de génération ou d'acquisition soit optimisée pour ces supports-là. C'est pour moi, c'est vraiment essentiel. Je dirais même qu'il faut même le penser des fois en priorité pour déjà avoir une bonne base. Après, généralement, tu sais, quand tu fais des Google Analytics, tu peux voir si ton trafic vient généralement du desktop, du mobile, mais bon, c'est à prendre en compte. Surtout aujourd'hui dans les moteurs de recherche, indexation Google, c'est hyper important que ton site soit que tu aies le petit tag mobile friendly. D'accord, bien sûr. Ouais. Ensuite, le design des formulaires, tout simplement. Combien de formulaires on voit qui font 3 km de long. Ça, pour l'utilisateur, c'est un moment de frustration énorme. Ça, dans l'UX, c'est quelque chose qui revient assez souvent. On va essayer de limiter, ou en tout cas faire passer cette étape-là la plus en douceur possible pour éviter les points bloquants, les points de douleur, les frustrations et typiquement les taux de rebond sur ces parties-là. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quand c'est pas en place, c'est un design system pour qu'il y ait une cohérence justement avec tous nos supports et d'une page à une autre, d'une interface à une autre, pour que tout soit vraiment très quali. C'est important quand même aujourd'hui. Ça, je pense, c'est un point à développer à part, on va pas s'éterniser dessus, mais c'est à prendre en considération. Ensuite, on va se focus sur la clarté et la persuasion qu'on va pouvoir avoir avec notre audience. Donc, les utilisateurs, typiquement, j'utilise des principes de psychologie en design pour rendre les messages plus clairs, plus persuasifs, en assurant les valeurs et les bénéfices des produits ou services pour qu'ils soient facilement compréhensibles. Donc là, on peut très bien raccrocher ça à l'UX writing et le copywriting, les deux imbriqués pour justement que le message, pour que l'utilisateur trouve sa bonne information et qu'il comprenne facilement et assez rapidement de quoi on veut parler. D'accord. Toi, par exemple, tu travailles sur ce type de message où tu fais appel à un UX writer ou un content designer ou non? Ouais, c'est plus des copywriters. Moi, je le fais. Ça dépend encore une fois de la typologie de la mission. Pour mes clients, je peux très bien être en lead sur le sujet ou être rattaché à une équipe. Généralement, quand tu as une équipe qui tourne autour d'une boutique, tu as quand même des personnes au marketing qui s'occupent de la copie, mais il est toujours intéressant justement de challenger, même si tu as une personne qui s'occupe en interne, de challenger ça, surtout pour bien faire comprendre son produit et son offre. Bien sûr, ouais. Ça, c'est quelque chose
c'est l'erreur qu'on voit entre guillemets la plus fréquemment, c'est-à-dire que l'utilisateur n'arrive pas à se projeter, à pas bien comprendre l'offre ou le produit, et ça va permettre justement de rendre tout ça un peu plus clair, et qu'ils comprennent tout simplement le plus tôt possible de quoi on lui parle, et avec les bons mots, pour la bonne cible, le bon personnage. D'accord, ok, très bien. Et pour le dernier point, il est plus technique, mais il a son importance, c'est l'amélioration tout simplement des performances de notre boutique, de notre application, de notre SaaS. Donc là, c'est un travail qui est en étroite collaboration avec les développeurs, pour s'assurer d'une part que le choix des designs n'affecte pas négativement la vitesse de chargement des pages, ou que telle animation bloque ou bride, ou que sais-je, dans le but de maintenir toujours les utilisateurs engagés et à réduire le taux de rebond. Donc en intégrant ces pratiques dans leur travail, les designers, en gros, ils vont jouer un rôle crucial dans l'amélioration à la fin, en bout de chaîne entre guillemets, des taux de conversion, en créant des expériences utilisateurs qui sont non seulement pas seulement esthétiques, mais assez fonctionnelles, voire même très fonctionnelles, pour orienter sur une conversion. D'accord, ok. Toi, aujourd'hui, par exemple, tu travailles plus. Après, tu vas me dire que ça dépend des missions aussi. Tu travailles plus généralement avec des équipes déjà en place, ou plus en solo? Les deux, franchement les deux. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est plutôt la taille de la boutique, combien de chiffre d'affaires qu'ils arrivent à sortir. Pour des plus petites structures, je suis souvent en lead dessus. Pour des grosses, très grosses, j'étais sûr à 99% qu'il y a déjà une équipe qui est en place. Donc voilà, faut s'adapter à ça. Mais ça ne n'empêche pas, justement, comme je disais plus tôt, que tu peux challenger même à compétences autres, typiquement sur le copywriting, des tests, que toi tu peux avoir un regard, justement, peut-être quand tu arrives dans une mission comme ça. Ce qui est toujours intéressant, c'est que tu as toujours un regard neuf sur les choses, que quand eux ils sont dedans, entre guillemets, la tête dans le guidon, des fois il y a des choses qui peuvent passer à côté, et c'est hyper intéressant justement de pouvoir challenger un petit peu tout ça. D'accord, mais alors c'est quoi toi ta valeur plus quand tu arrives dans une équipe qui est déjà formée sur une boutique, sur le e-commerce, qui ont toutes ces notions? C'est quoi ta valeur plus, par exemple, à toi? Alors ma valeur plus, moi je la trouve essentiellement dans pas mal d'échanges. Plutôt, on avait dit qu'il y avait un aspect où on devait quand même communiquer pas mal avec des stakeholders, des experts métiers, exactement, différents. Et là-dessus, ça apporte énormément. Que ce soit dans le process, dans la compréhension, la montée en maturité de tout le monde, c'est hyper important, et ça engage d'autant plus les équipes sur tel ou tel sprint. Ça dépend si c'est des sprints ou si c'est fait autrement. Sur le travail itératif en général, c'est hyper important. Après, toute mon expertise généralement est basée vraiment sur la donnée, et comment on peut rendre entre au moment où tu as toute cette valeur-là, que tu sais sur quoi tu vas pouvoir faire l'hypothèse, il va falloir justement créer cette expérience, ces premiers wireframes, voire même ces premiers écrans designés pour tout ce qu'on pense entre guillemets être une hypothèse, comment on va faire pour les mettre en avant, quoi, et les mettre en valeur. D'accord, ok. D'après toi, d'après ton expérience, est-ce qu'il faut être un expert justement pour débuter dans l'accro? C'est-à-dire est-ce qu'il faut être aussi un designer senior, quoi, en gros, pour débuter, quoi? Alors oui, c'est pour ça que j'appelle à ce podcast à faire appel à moi. Non, je rigole. Non, faut pas être un expert pour commencer dans l'accro, loin de là. Ce qu'il faut, c'est avoir des bonnes pratiques pour commencer, suivre, on va dire, un process de différentes phases. Pas besoin d'être un cador, entre guillemets, pour commencer justement l'accro. C'est une discipline qui est très itérative, où il faut faire beaucoup de tests. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, entre guillemets. Mais après, on peut très bien apprendre tout seul, se former tout seul, et au fil du temps, on va acquérir justement de l'expérience et de la maturité sur forcément le sujet. D'accord. Donc toi, par exemple, aujourd'hui, tu as des process qui
que tu peux tout de suite débuter, par exemple, chez un client que tu connais pas ou sur lequel tu viens de débuter, qui n'a pas forcément une équipe en place, mais tu as déjà un process qui est déjà établi ou des lignes directrices? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir quel est l'objectif. Faut toujours auditer l'existant, bien sûr. Ce que je m'aperçois souvent, c'est justement des clients qui sont pas assez matures sur le sujet. Ils sont entre guillemets largués à plusieurs points, dans le sens où l'audit de leur boutique est essentiel. Faut leur faire comprendre en fait. C'est un petit peu, tu sais, quand tu commences un process UX, des fois tant que ceux qui vont te valider un petit peu ce process-là n'ont pas quelque chose de palpable, de visible, ils ont du mal à se projeter. Donc elle est là la plus grosse difficulté, c'est à faire prendre en maturité sur le déroulement de ces phases-là. Mais dans un premier temps, c'est l'audit de la boutique, qu'on n'a jamais eu bien sûr. On part sur une boutique qui n'est pas mature, c'est l'audit. Et après, en fonction de ça, on va pouvoir faire notre recherche, approfondir et remonter les premiers insights. Ouais, puis tout ce que tu viens de dire précédemment. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Merci à toi d'écouter et de suivre Design Plus sur ta plateforme d'écoute. Ce podcast est une émission indépendante et entièrement auto-financée. Pour l'améliorer, préparer des nouvelles interviews, enregistrer les nouveaux invités et surtout pour que tu puisses continuer à l'écouter et t'inspirer, j'ai créé des abonnements premium. En allant sur le site web designplus.supercast.com, tu verras les différents forfaits que je propose, les avantages de chacun et les tarifs. En étant abonné premium, tu pourras écouter tous les épisodes avant le public, recevoir des news du podcast, accéder à des bonus exclusifs et écouter les épisodes sans pub. Alors, si tu veux encore écouter des nouveaux épisodes et apprendre avec Design Plus, eh bien, abonne-toi. Merci. Dans cette partie, on voulait aussi parler de la formation. Et alors, si moi, designer ou un autre designer veut se former à l'accro, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est assez simple. Il faut déjà, je pense, dans un premier temps, le premier conseil que je donnerais, dans un premier temps, à un designer qui veut se former à l'accro, se faire des cas d'usage, même fictifs, ça peut être intéressant. Ouais. Commencer à regarder les outils pour analyser les données, si le designer n'a jamais fait. Ça aussi, c'est hyper essentiel. Alors, on ne demande pas d'être un expert dans la data, mais au moins comprendre ce qu'il y a à comprendre, l'essentiel, pour pouvoir justement sur une itération, une refonte d'une page, de corriger, d'apporter la solution, en tout cas les premières hypothèses sur ce qui n'y allait pas, pour améliorer tout ça. Donc pour ce faire, on peut très bien faire un apprentissage en continu, il n'y a pas d'école de CRO, à ce que je sache, donc c'est quelque chose qui s'apprend entre guillemets sur le tas. D'accord. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le domaine est très dynamique, les technologies évoluent, les comportements des utilisateurs évoluent également, les tendances du marché évoluent également. C'est pas quelque chose qui est fermé. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Donc, il faut toujours être dedans. C'est un peu comme dans l'UX et dans l'UI. Si on reste dans les années 2000, on reste dans les années 2000. Donc, il faut évoluer, prendre le train en marche entre guillemets et pas rester sur le quai. Mais pour ça, il faut pratiquer. C'est aussi simple que ça. Donc, pour pratiquer, comme j'ai pu te le dire juste avant, c'est des tests et des expérimentations. Donc, l'accro repose énormément sur l'idée de tester différentes approches pour voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Par exemple, tu vois, quand on fait des A/B tests, faut pas croire qu'un A/B test à chaque fois il va être concluant. Généralement, pour donner une idée, sur 7 à 8 tests, voire 9 tests sur 10, ils sont pas concluants du tout. Il y en a peut-être 1, 2 qui vont fonctionner. Ça, faut aussi le prendre en compte, le faire comprendre aussi aux clients. C'est que chaque test qu'on va faire, c'est pas forcément le
la solution ou ce qui va amener justement une augmentation des conversions. Généralement, sur 10, voilà, tu en as entre 1 et 3 qui vont bien matcher, quoi. Ou alors des fois tu peux avoir un coup de chance, hein. Tu peux aussi très bien taper sur la première. Après, tu as des petits quick wins aussi que tu peux mettre en place, que tu avec l'expérience, que tu vois que là c'est clair que c'est un problème, c'est un truc qui revient assez souvent. Comme je disais précédemment, tu as aussi des bonnes pratiques. Donc c'est quelque chose aussi que à force, avec l'habitude, tu sais que là, voilà, faut ici mettre un peu l'accent, parce que je suis sûr que ce petit quick win là à mettre en place, déjà en termes de coût et d'effort, il est assez simple à mettre en place, et puis ça va améliorer forcément l'expérience au général. D'accord, ok. Donc sur ces textes et expérimentations, ensuite tu as l'utilisation des outils. Donc ça aussi, j'ai dit précédemment, il faut commencer à regarder un petit peu, même si c'est des trucs un peu bateaux, faut créer un blog, tu te crées n'importe quoi, tu branches un compte Google Analytics dessus, tu branches, t'as d'autres outils comme Clarity, Hotjar et compagnie, d'autres qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Je te conseille au début de prendre des offres open source, c'est toujours mieux pour le portefeuille, mais au moins tu vas commencer à te former, à te formaliser justement comment fonctionne l'interface, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut interpréter, ce genre de choses. Donc ça c'est assez important. Ensuite tu as une phase quand même qui est la collaboration. Dans beaucoup d'organisations, la recro, ça repose pas que sur une seule personne, ça repose sur plusieurs personnes. Donc tu es une équipe assez multidisciplinaire, donc qui va embarquer le marketing, des analystes, des designers, des développeurs, des responsables produits, et des chefs de projet, etc., des PO, des PM, enfin toute une typologie de personnes qui gravitent autour de ça. Donc on n'est pas les seuls à arriver, on n'est pas le Messie non plus sur Terre. C'est clair. Donc il va falloir apprendre à communiquer avec toutes ces personnes-là. Il faut garder à l'esprit que ces personnes-là, vous avez des objectifs, et eux aussi, ils en ont d'autres, et pas forcément alignés, en tout cas sur le court terme, avec les vôtres. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, et la communication et la collaboration est un pilier justement pour faire gamberger entre guillemets tout ce petit monde vers le résultat final. D'accord. Et ensuite, on a le focus sur l'utilisateur. Donc ça, c'est ça en UX, on n'apprend plus. L'utilisateur est quand même roi. Bien sûr, trouver toujours le bon niveau entre utilisateur et business, c'est toujours l'erreur des débutants entre guillemets. Il focus trop sur l'utilisateur et pas assez, parce que derrière il y a quand même des attentes business. Donc focus utilisateur, donc compréhension et besoin, comportement utilisateur. Ça, c'est des sujets qui sont au cœur de l'accro et de l'UX en général. La psychologie du consommateur, la capacité à écouter et observer des utilisateurs, ça peut être utile, même sans expertise technique sur l'accro. D'accord. Après, en dernier point, tu as des ressources plus éducatives que tu peux trouver. C'est des ressources, typiquement, tu peux trouver aujourd'hui le web regorge de contenu et de ressources éducatives, des tutos, des articles de blog, des cours, des webinaires payants, gratuits, des études de cas. Toi aussi, tu peux commencer l'exercice à en faire. Tu prends, tu prends le site de Decathlon ou de ta marque de sport préférée, et tu t'amuses à essayer de faire des choses, à faire des petits redesigns, des petites itérations pour justement t'améliorer, et puis à un moment donné ça va. Alors ce qui est dur dans ces exercices-là, c'est que t'as pas les données. C'est toujours ça, on voit ça souvent sur LinkedIn, c'est que t'as souvent les avant-après. Mais le problème, c'est que alors c'est joli, c'est super, mais sans test derrière et sans données, c'est compliqué de dire que la version après sera plus performante que la version avant, parce que ça repose en fait, ces redesigns là, ils reposent essentiellement sur des hypothèses en fait, des intuitions, c'est même pas des hypothèses, c'est vraiment des intuitions, des pressentis, et ça généralement c'est pas bon. Donc pour ça, voilà, faut s'entraîner. Après, ce qui est intéressant de s'entraîner à faire des redesigns de pages, c'est s'entraîner vraiment à redesigner. En fait, les codes du e-commerce, c'est un design assez spécifique par rapport à un SaaS ou une application ou un outil B2E en interne, par exemple. C'est vraiment chaque secteur a on va dire des codes particuliers. Donc c'est intéressant justement à monter en compétence dessus sur la partie design ou même la partie UX, quoi. D'accord. C'est hyper intéressant. En parlant de formation, est-ce que toi tu donnes des cours, ou je sais pas, est-ce que tu as
Est-ce que tu proposes des formations? Alors non, je propose pas en tout cas encore au cours d'aujourd'hui, j'en propose pas. Ça me trotte l'idée depuis un petit moment, j'ai ça en tête. Mais généralement quand je suis dans l'émission, les personnes que j'accompagne, je parle dans des missions où ils sont pas matures sur le sujet, hein. C'est des personnes qui ont besoin justement de comprendre ce qu'est l'accro et pourquoi c'est bénéfique pour eux. Tu as toujours cette montée en compétences d'apprentissage que t'inculques pour justement les faire mûrir sur le sujet. Donc c'est quelque chose que chaque UX Pro spécialisé dans le e-commerce, qu'on se rend dans une mission, chaque mission est unique, chaque client est unique, et chaque client a son niveau de maturité. Donc à toi d'adapter, pousser le niveau, faire comprendre des choses. C'est quelque chose qui se fait. Bon, normalement, si t'es UX, tu dois être quand même bon là-dedans. Pour moi, c'est quand même un des critères où il faut quand même savoir se vendre et savoir vendre et faire monter en compétences et en maturité sur ces sujets-là. Là, vraiment au sens large du terme. Après ça va tout seul, mais c'est vrai que sur la formation, je réfléchis peut-être à un truc, peut-être que prochainement je ferai peut-être une espèce de bêta test sur potentiellement de quelques modules justement pour monter sur l'accro. Alors alors ce que j'ai en tête, c'est que ça va pas s'adresser à des personnes très avancées sur le sujet, mais plutôt à des débutants pour commencer à apprendre les bases et mettre les bonnes pratiques en place. D'accord. Ok. Bon de toute façon, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter James sur LinkedIn. Il pourra vous en dire plus sur ces futurs modules qu'il compte mettre en place. Ce qui serait intéressant, ce serait peut-être que tu nous donnes un exemple sur l'accro. Voilà comment que tu mets tout ça en place, les objectifs, un peu tout ça, et nous dire comment toi tu travailles par exemple d'après cet exemple, s'il te plaît. Ouais, alors on va prendre peut-être dans un premier temps un exemple un peu plus fictif pour que ça parle à tout le monde. Donc on va prendre un site, on va dire une boutique en ligne, un e-commerce, et on souhaite augmenter son taux de conversion. Donc jusque là rien d'extraordinaire. Donc c'est-à-dire que le pourcentage de visiteurs qui effectuent un achat, donc on va supposer que ce site ait un taux de conversion actuel de 2% et on souhaite l'améliorer. Donc l'objectif est assez simple, on va prendre un petit objectif, on va essayer de passer ce taux de conversion de 2 à 3%. Donc là on parle sur une petite boutique, hein, on parle pas sur quelque chose comme la Fnac ou Amazon, hein. Là tu te fais débaucher immédiatement, hein. Je pense que tu prends un bon petit chèque au passage. Donc on va identifier, la première étape c'est les points de friction. Donc pour ce faire, on va utiliser des outils, hein, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, donc Google Analytics, des Hotjar, des cartes de chaleur, des outils qui permettent d'enregistrer les sessions des utilisateurs et voir où il y a des points de friction, où est-ce qu'il y a des points de douleur. Potentiellement aussi, ce qu'on peut faire en extra à côté, c'est mener des enquêtes auprès de nos utilisateurs pour comprendre pourquoi ils sont abandonnés, pourquoi ils passent pas l'action, qu'est-ce qu'ils ont pas compris. Alors ça, attention, bien sûr, ces enquêtes-là, alors on peut faire du quali ou du quanti, à vous de décider. Par contre, attention aux questions, il faut surtout pas qu'elles soient biaisées, parce que sinon en UX ça va fausser justement tous nos retours et tout notre feedback, et on risque de prendre justement de faire des hypothèses sur des choses plus ou moins fausses, quoi. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est pour ça que la donnée est quand même essentielle. Ce qui est intéressant, c'est d'aller des fois, tu sais, sur des forums ou des pages LinkedIn ou Facebook, et de voir en fait les utilisateurs, comment ils parlent en fait du produit ou de la solution entre eux. Ça, t'en apprends beaucoup plus comme ça que de les interviewer, par exemple. D'accord. Parce que les interviews, ils se sentent presque redevables de te donner une réponse en fait, alors que des fois ils ont peut-être pas, ou des fois ils ont pas forcément envie de te dire toute la vérité. C'est important, je pense, de jongler entre les deux. C'est hyper intéressant, en tout cas, pour avoir vraiment des choses vraiment palpables. D'accord. Et alors quand tu dis d'aller voir sur des forums, des choses comme ça, c'est par exemple
Je sais pas si la société n'a pas mis de forum, ou est-ce que tu conseilles d'aller voir sur, je sais pas, sur une page Instagram, sur une page Facebook, ou je sais pas. Oui, c'est ça. Admettons, je sais pas, il te parle de la dernière, je prends l'exemple bidon, les derniers skis ou les dernières combinaisons chez Decathlon. Tu peux très bien regarder leurs avis qui sont sur leur site. Tu peux très bien aller taper sur Google ce que les gens en pensent de ça. Donc tu prends ce que tu trouves en fait. Il n'y a pas forcément de forum dédié à ça, mais ça peut être une page, ça peut être un groupe, plein de choses où tu peux avoir accès, qui peut être super intéressant. Tu fais un petit peu l'espion, quoi. Tu regardes un petit peu ce qui se passe. Tu fais aussi le même exercice chez les concurrents sur les produits similaires et tu regardes un petit peu qu'est-ce qui marche pour eux, qu'est-ce qui marche pas chez toi et inversement. Donc ça c'est vraiment bien comme approche pour justement former une hypothèse assez forte dès le début, quoi. De l'espionnage entre guillemets, c'est quelque chose qui est courant, ou c'est quelque chose qu'on fait couramment? Courant, je sais pas. Je sais que pas mal de personnes qui ont des taux assez sympas en conversion le font. Donc s'ils le font, c'est qu'il y a forcément une raison. Moi j'aime bien le faire. Alors je passe pas non plus une semaine à faire ça, quelques heures suffisent, mais au moins ça donne une température, une idée par rapport à une interview classique, quoi. Donc toujours à prendre avec des pincettes une interview classique, parce que bon, tu interviews au nom de cette marque, donc des fois c'est compliqué d'avoir vraiment la vraie vérité, quoi. Donc faut toujours confirmer. En fait c'est pour confirmer plutôt une interview ou un retour utilisateur, un feedback que tu aurais pu avoir. C'est plus pour l'appuyer qu'autre chose. Ouais, puis surtout si par exemple la marque, ça peut être une marque de luxe ou une marque très chère au nom des utilisateurs, et puis si elle leur donne des bons d'achat derrière, peut-être qu'il faut se poser la question. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est le piège. C'est pour ça que je disais attention aux biais, ils peuvent être cognitifs mais aussi financiers, donc attention à ça, quoi. Donc voilà. Donc forcément, si tu donnes un bon de réduction sur un sac Hermès, forcément tu risques d'avoir plutôt des bons retours sur tes interviews, quoi. Donc c'est surtout à faire ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je dis que je suis pas de cette entreprise. C'est une enquête vraiment externe. C'est plus sympa. C'est dans ce sens-là d'avoir des retours. Je t'apprends rien, mais quand tu fais des interviews en UX, généralement, il faut leur tirer un petit peu les verres du nez pour qu'ils parlent. Après, tu as deux typologie de personnes, hein. T'en as où c'est des vrais pipelettes et d'autres où ils ont du mal justement à parler, donc il faut les amener à c'est peut-être plus facile avec ce type d'approche là. Après il y a plein de stratégies différentes, il faut tester, franchement il n'y a pas de stratégie parfaite ou type. Moi ce que je conseille c'est de tester. L'UX c'est ça, l'accro c'est ça, c'est le test, c'est l'itération. Il faut pas hésiter pour moi à sortir un petit peu des sentiers battus et expérimenter. C'est beaucoup d'exploration, d'expérimentation, donc essayez, ça coûte rien, puis vous pourrez peut-être être surpris éventuellement des résultats que vous pourrez avoir. D'accord. On continue sur cet exemple. Ouais, alors l'étape 2, du coup on va formuler une hypothèse basée sur ces retours-là, que ce soit sur des données ou utilisateurs. Donc on va supposons que l'analyse révèle que un nombre d'utilisateurs abandonnent le panier à cause des frais de livraison inattendus. Notre hypothèse, comment on va la formuler, c'est qu'on va essayer d'afficher clairement les frais de livraison plus tôt dans le processus d'achat. Donc ce qui évitera toute une part de frustration et de poids bloquant, et potentiellement ça pour augmenter notre conversion. Ouais. Et augmenter la confiance, ouais, tout à fait, ouais. Exactement, la confiance utilisateur est très importante. Pour passer à l'achat, il faut montrer patte blanche. Plus on est transparent, surtout au moment de passer à l'achat, c'est quelque chose de très symbolique, très important. C'est exactement un petit peu dans les systèmes bancaires. Il faut vraiment être le plus transparent possible et être clair d'entrée de jeu. Si par exemple, là je donne un exemple un peu fictif, tu vois un produit à 20 € et que tu arrives au niveau du panier pour envoyer tout ton achat et tu as pour 12 € de frais de port, il y a beaucoup d'abandon ici, quoi. Donc voilà, faut être plus clair avant, quoi. Donc après avoir formulé cette hypothèse, on va faire notre premier test AB. Donc on va créer deux versions, hein. Ça j'ai dit tout à l'heure, la version A
actuelle, la version B. Des fois, il y en a même qui font plusieurs tests en même temps. Donc là, on va partir de l'exemple, on va juste en faire un, version A actuelle versus version hypothèse corrigée entre guillemets, et on va prendre une période, alors, symboliquement entre 15 et 20 jours, ça peut monter à 3 semaines, mais après au-delà, je pense que c'est plus nécessaire. Tout dépend du trafic que tu vas faire rentrer dedans, et on va justement comparer le taux de conversion de la version A à la version B. Donc supposons que la version B, avec les frais des livraisons affichés plus tôt dans le parcours d'achat, et un taux de conversion supérieur, mettons on est déjà à 3% à cette étape-là, on peut dire que cette hypothèse est correcte et qu'on va pouvoir potentiellement l'implémenter. Alors je reviens juste rapidement un court instant sur justement ces tests AB. Alors j'entends beaucoup de choses. Dernièrement je suis allé à un webinar comme ça, j'aime bien aller sur des petits webinaires où ça parle de crocs, et j'ai été complètement choqué alors je vais citer personne, hein, mais eux ils faisaient des tests AB sur 100% sur la version B, donc la version d'hypothèse, 100% du trafic. Pour moi c'est une erreur, dans le sens où si potentiellement... Alors c'est une erreur et pas une erreur, il y a deux cas d'usage. Premier cas d'usage où c'est une erreur, c'est-à-dire que si cette page de test à la base te génère des conversions, tu peux pas mettre 100% de ton trafic dessus. Parce que imagine ta version B, c'est un fiasco total. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu as 8 ou 9 tests sur 10 qui ne sont pas concluants. Donc tu peux avoir potentiellement une baisse drastique de ton chiffre d'affaires. Donc là pour le client, warning quoi, red flag, ça c'est pas bon. Donc tu prends sur un petit pourcentage, on peut augmenter au fur et à mesure du test. Tu peux commencer sur 20%, puis le passer à 20, 30, 40, voire 50 en fin de test pour voir si au fur et à mesure que tu as tes retours de données, comment ça se passe. Et dans le deuxième cas, où là tu peux vraiment pousser plus loin justement ce pourcentage de trafic que tu vas faire venir sur ta page de test, c'est dans le cas où actuellement ta page A te rapporte rien. Donc là c'est hyper intéressant de pouvoir faire quelque chose, de pousser plus loin et de tester beaucoup plus fort cette solution là. Attention, quand vous équilibrez justement au pourcentage du trafic que vous allez amener de votre version A ou B, attention, prenez en compte les enjeux business qui sont derrière, et aussi tout ce qui est est-ce que cet argent génère déjà du chiffre d'affaires via ici. Donc attention à ça, faites très gaffe, ça peut vous coûter très cher. Donc supposons que notre taux de conversion du coup a progressé de 1%, on va justement implémenter la mise en œuvre. Donc on va appliquer les changements testés sur notre version B entre guillemets sur le site pour l'ensemble des utilisateurs. Et après tu as toujours un suivi qui est en continu. Tu vas permettre justement de surveiller après cette implémentation, est-ce que ça fonctionne toujours, est-ce que le taux est toujours là, s'assurer que l'amélioration se maintient dans le temps, et tu vas pouvoir planifier d'autres AB tests sur d'autres aspects soit d'autres aspects du site pour l'optimiser, ou même sur la solution que tu as déjà déployée. Si admettons tu passais de la B, t'as mis la B en place, tu peux effectuer des tests sur celle-là, tu peux toujours améliorer, tu peux toujours gratter. Ouais. En fait c'est l'accro, c'est pas, tu vas pas améliorer 20% sur une fonctionnalité, c'est sur un ensemble. Ça faut pas se tromper, c'est sur la compréhension, la clarté du produit et le parcours, faut qu'il soit le plus simple et le plus direct possible. Ça sert à rien de faire passer par 50 écrans pour arriver à son action, le plus court est le mieux. Typiquement, tout à l'heure on prenait l'exemple du formulaire de contact, faites simple, ça sert à rien de faire des trucs personne ne le fera sinon. D'accord. Donc cet exemple en fait il montre comment même sans expertise approfondie en CRO, on peut mettre en place justement un processus assez simple de test et justement d'apprentissage pour améliorer ses taux. Donc l'essentiel c'est d'adopter une approche méthodique basée sur des données et d'être prêt à expérimenter, itérer et apprendre de ces expériences-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas grave si vous faites un test, que ce test est pas bon, c'est normal, même au meilleur, je vous assure que les trois quarts sont mauvais, mais il en suffit d'un pour tout améliorer, donc pas de panique, c'est normal, la boutique parfaite n'existe pas, des fois ça va peut-être pas forcément venir de là, ça vient peut-être soit plus tard, soit avant dans le parcours, donc c'est des choses à tester, il faut itérer. Tout à fait, et puis de toute façon, je pense que toutes les boutiques, que ça soit de la plus petite à la plus grande, sont en amélioration continue, comme tu disais tout à l'heure, parce que les technologies changent, les méthodes de calcul changent, les données changent aussi. Il y a plein de choses qui changent et qui évoluent au fur et à mesure du temps.
Ouais, tout à fait. Même les habitudes des consommateurs. Ouais, tout à Quand fait, tu ouais. consommais sur Internet dans les années 2000 et en 2024, c'est plus la même. Donc, tu as d'autres habitudes d'achat aussi. Ouais, tout à fait. Tout change. Donc, le marché aussi bouge aussi. Donc, c'est en perpétuelle évolution. Donc, il faut s'adapter. Ouais. Et puis, comme tu disais, ouais, les utilisateurs, les consommateurs sont entre guillemets de plus en plus experts, sollicités aussi, donc qui veut dire qu'ils sont devenus plus, comment dire, plus confiants ou moins confiants, mais en tout cas ils font plus attention en tout cas. Oui, c'est ça. Alors, il faut. Je crois que la loi en UX, je crois que c'est la loi de Jacob, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Les utilisateurs, ils sont habitués à un tel type d'interface, à un tel type de parcours. Je vous conseille pas du tout de réinventer la roue. Hein. Si la roue fonctionne, il faut la prendre, il faut l'améliorer un peu, mais pas de la réinventer. Les utilisateurs qui vont arriver sur votre boutique, et ils consomment pas que chez vous. Ils consomment aussi ailleurs. Et ils ont des habitudes qu'on regarde dans la masse. C'est plus ou moins comme type de parcours et d'expérience. Alors, je vais pas dire similaire, mais en tant que pour l'utilisateur, il s'y retrouve facilement. Donc ça sert à rien non plus de tout révolutionner. Le plus gros risque en faisant ça, c'est de tout mettre par terre. Donc attention. Maintenant, James va te donner ces 8 piliers. C'est en fait des recommandations essentielles pour avoir un meilleur taux de conversion d'un site web ou d'une app mobile. Ces 8 principes sont un vrai retour sur son expérience. Autant te dire que c'est vraiment super intéressant. Donc maintenant, nous arrivons à la 3e partie et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu tes recommandations pour avoir un meilleur taux de conversion d'un site web ou d'une app mobile, s'il te plaît. Ouais, alors, ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas de formule magique, malheureusement. J'en serais le plus content si ça existait. Après, est-ce que je serais le plus content ou pas, j'en sais rien, parce que ça enlèverait du charme, justement, parce que chaque boutique est différente et unique. Chaque offre, chaque produit est unique. Votre panel utilisateur ou panel client qui arrive sur votre site est différent d'un site A à un site B. Donc forcément, la stratégie, l'approche sera différente. Donc pour ça, il n'y a pas de formule magique. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a quand même quelques points où il faut vraiment prendre en compte, s'attarder dessus. En je dirais la clarté de l'offre. Assurez-vous que vos utilisateurs comprennent immédiatement la valeur que vous proposez, un message clair et concis sur ce que vous vendez et pourquoi c'est bénéfique pour eux. Ça va forcément augmenter vos conversions. On va aussi dans un deuxième temps simplifier notre processus, donc ça on a pu le dire tout au long de l'interview, un parcours simple et sans friction, c'est essentiel. Ça je l'apprends à personne, mais par contre on retrouve des fois des choses un peu qui sortent un petit peu de l'espace. Donc rédiger les étapes au maximum, au strict nécessaire pour effectuer une action ou une tâche. Que ce soit de l'achat d'un produit, l'inscription d'une newsletter, un champ de formulaire ou une saisie de mail, même une inscription d'un compte, il faut que ce soit simple. Et aujourd'hui, les utilisateurs, de plus en plus, sont habitués à que ça se fasse facilement et sans douleur, très rapidement en fait. C'est fini, je me rappelle à une époque où tu demandais le mot de passe, la confirmation du mot de passe, le machin, les 50 trucs pour créer un compte. Maintenant, j'ai un compte Google, tu mets ton doigt ou ton Face ID, c'est terminé. Je veux dire, tu vois, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Des appels à l'action, ce qu'on appelle des CTA clairs, visibles et persuasifs. Donc des boutons ou des liens qui vont inciter à l'action, s'assurer qu'ils soient visibles, inciter clairement ce que l'utilisateur va arriver entre guillemets ou va faire en appuyant sur ce bouton là ou quelle va être potentiellement la prochaine étape. Il n'y a rien de pire que de dire suivant et derrière on ne sait pas ce qu'il y a. Moi j'aime bien quand je dis acheter ce produit, je sais que je vais acheter ce produit. Donc une action claire qui ça on voit beaucoup malheureusement, pas que dans l'accro, même en UX, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc mettez les bons mots pour l'action d'après. Alors moi ce que j'aime bien faire quand je fais des tests utilisateurs dessus, je pose souvent cette question, c'est à quoi vous attendez-vous
en cliquant sur ce bouton. Donc ça c'est très marrant, surtout les retours qu'on peut avoir dessus, des fois ils sont complètement entre guillemets what the fuck, on s'attendait pas à des retours comme ça, et c'est hyper important je pense de poser ce type de questions là, parce que justement si l'utilisateur arrive sur une page de destination qu'il n'imaginait pas, ça va le frustrer automatiquement. Oui, tout à fait. Donc, potentiellement il va revenir en arrière, il va galérer un peu puis il va se barrer. Donc faites attention à ça, c'est hyper important. L'optimisation sur mobile, ça on n'en parle plus, mais avec la part croissante du trafic mondial sur internet, que ce soit internet, app, site d'achat et autres, gardez-le en tête, faut absolument le prendre, surtout pour l'indexation, avoir les bons tickets, les bons friendly, mobile friendly et compagnie, c'est hyper important. Tous les éléments de réassurance, de confiance et de crédibilité de votre offre, de votre marque. Donc tout ce qui peuvent augmenter la confiance. Je pense à des avis clients, preuves sociales, témoignages, des fois des badges de sécurité ou des labels qui peuvent rassurer d'autant justement vos utilisateurs et encourager la conversion. Donc ça c'est hyper important. Pareil dans la confiance et la crédibilité. Donc comme là on est sur l'accro, on va partir des boutiques en ligne, les moyens de paiement, les méthodes de paiement, toujours mettre des petites icônes pour voir qu'est-ce qu'on prend en charge et tout, c'est toujours rassurant pour l'utilisateur, surtout si vous ne connaissez pas, donc c'est très important. Absolument. Ensuite l'urgence et la rareté, donc on peut utiliser des stratégies entre guillemets pour de compte à rebours pour indiquer les quantités limitées pour créer on va dire un segment d'urgence. Alors attention avec ça parce que pendant le Covid et jusqu'à maintenant tous les infoproduits ils ont surabusé de ça, ça fait un peu cheap maintenant à mon goût. Faut vraiment faire attention à ça. Les utilisateurs commencent un petit peu à en avoir marre de ce que je peux voir et entendre. Ça peut même potentiellement, quand ils voient ça, ça peut faire un peu arnaque. Mais il y a différents biais, cas d'usage pour les mettre en place. Typiquement, là, je vais t'en citer deux. Le premier, tu peux dire, typiquement, il nous reste tant de produits en stock. Je sais pas moi, sur une chemise bleue, il y en reste 5 en stock. Donc ça peut être intéressant de le mettre. Tu peux faire un combo. Tu peux dire, il reste 5 produits en stock et vous êtes actuellement 10 à être sur cette page actuellement. Ouais. Ça peut être pas mal. Et après, le petit tip que je pourrais donner, c'est que quand cet élément est épuisé, au lieu de mettre épuisé, mettez un champ où l'utilisateur, s'il n'a pas de compte pour qu'il puisse saisir son adresse mail, comme ça il va pouvoir rentrer dans une séquence mail et il va pouvoir être averti quand le produit sera redisponible. Et s'il a déjà son compte, un bouton pour dire je m'inscris à la liste d'attente, la waiting list, et pareil, il pourra être relancé, notifié ou rentrer dans une séquence mail pour pouvoir justement l'avertir et potentiellement le faire acheter ce produit là et peut-être d'autres choses avec un petit upsell. D'accord. Quand tu parlais des comptages à rebours, on pense notamment à des sites comme booking.com ou des choses comme ça, et des sites de voyage, ouais. Voilà, je pensais pas eux, parce que eux ça marche, clairement. D'accord. Je pensais plus à des infoproduits. Tu sais, notre offre s'arrête dans 12 heures, machin. T'en vois plein sur LinkedIn, des trucs comme ça, faut arrêter avec ça. Surtout que des fois, quand tu reviens sur le site 2 heures plus tard, tu rafraîchis, le compteur il a pas bougé, il est revenu à zéro, quoi. Donc ça, faut vraiment arrêter avec ça, parce qu'en termes justement de confiance et de crédibilité, là avec ça, si jusqu'à maintenant t'avais tout bon, juste ça, tu t'as tout perdu. Donc faut faire attention avec ça. Utilisez plutôt des choses comme j'ai dit, voilà, il en reste en stock, inscrivez-vous à notre liste d'attente, il y a plein de petites choses, de petites subtilités qu'on peut. Ça c'est pareil, ça a itéré. Il n'y a pas de méthode magique, faut le tester. Chaque boutique est unique, il faut vraiment tester. Faites un test pour ça et vous verrez si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne à moitié, refaites un autre test encore, mais en l'améliorant avec d'autres choses. C'est pas parce qu'un test ne fonctionne pas sur une hypothèse que cette hypothèse-là on peut pas la challenger et essayer de l'améliorer. Des tests sur une fonctionnalité ou une partie du site, on peut en faire plusieurs, vraiment plein de suite, quoi. Donc n'hésitez pas. Ensuite, on a les tests, les A/B tests et l'optimisation en continu. Donc, c'est la clé du succès de l'accro. C'est ce qui permet de dire, cette version-là, elle a été testée. On voit les données, ça marche. On décide de l'implémenter. Si c'est pas concluant cette phase-là, ça sert à rien le pire chose à faire, c'est de dire, j'ai une hypothèse, on va faire un redesign, on va l'implémenter. Et on croise les doigts
pour que les taux augmentent, quoi. Non, faut pas faire ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les outils, malheureusement Google Optimize a disparu du marché. C'était le top parce que c'était gratuit. Il y a d'autres outils maintenant qui sont payants, avec plus ou moins cher, mais ces outils payants là, l'offre starter qui est souvent gratuite nous permet déjà de tester sur un panel d'utilisateurs qui est quand même assez correct. Donc je vous invite à les découvrir, hein. Je vais pas citer de marque ici, mais il y en a plein, dans 4-5 gros sur le marché. Allez les découvrir et vous verrez qu'il y a toujours une offre pour débuter, où déjà on peut avoir déjà un bon rendu dessus, quoi. Et ensuite, pour moi, la dernière étape, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, on va adapter l'expérience, entre guillemets, en fonction de chaque utilisateur, que ce soit à travers des recommandations, des suggestions de produits, des produits personnalisés, des messages ciblés. Savoir justement, c'est pertinent pour augmenter nos taux de conversion, enfin, en tout cas dans un premier temps d'engagement et dans un deuxième temps la conversion. Donc, quelques principe peut servir de guide. Le succès de l'accro, ça exige une compréhension entre guillemets profonde de votre audience. C'est ça le principal, et une volonté d'expérimenter et d'ajuster justement vos stratégies en fonction des résultats obtenus. Donc c'est très itératif. Il faut comprendre ses utilisateurs et son produit, et le retranscrire de la manière la plus simple, on va dire digeste possible. Et on va entre guillemets droit au but. Ça sert à rien de passer par Marseille, on y va directement. Alors James, tu parlais pour l'optimisation de mobile, de personnalisation, etc. Et j'étais en train de penser aux boutiques que vont mettre en place TikTok, du moins vont mettre en place. C'est une erreur de ma part parce que en fait les boutiques TikTok existent déjà, je crois en Amérique du Nord ou des choses comme ça. Elles devraient arriver en Europe très bientôt. Et on a lu, en tout cas moi j'ai lu pas mal d'articles sur la simplification à l'extrême des parcours utilisateurs, des paniers, des boutiques aussi. Et il va y avoir une liste d'articles, un bouton, hop, on paye. Qu'est-ce que tu en penses toi là-dessus ? Alors c'est intéressant. Dans le sens où c'est quand même c'est un mode d'achat, tu sais, c'est un petit peu comme les Facebook Live, où tu vas pouvoir justement acheter ton produit en live, la personne va le présenter, tu vas pouvoir faire un achat direct. C'est hyper intéressant, justement, c'est des expériences d'achat. Quand je disais que le marché évoluait, c'est des expériences d'achat qui sont qui sont hyper engageantes, clairement, pour les clients, enfin les utilisateurs. Après, je sais que derrière, tu as une boutique où tu peux retrouver comme les articles qui ont été vendus pendant le show, pendant le live. Après, est-ce que ta question, est-ce que ça va détrôner les boutiques, on va dire digital, classique, normal, c'est ça. Moi je pense pas, parce qu'en fait on perd justement tout cet aspect de personnalisation, de parcours en lui-même, de découvrir d'autres, la boutique en général, d'aller souvent, moi je prends l'exemple de ma femme, hein, tu vois, par exemple elle va sur une boutique, elle met plein de choses dans son panier, mais c'est pas pour ça qu'elle va passer à l'action. Mais par contre ce qui revient souvent, c'est que elle va découvrir le site, aller en profondeur dans les catégories, voir certaines choses et tout. Que ces modèles-là en fait de TikTok, en fait l'expérience principale pour moi repose sur l'influenceur. C'est-à-dire que après les boutiques elles sont toutes uniformisées. En fait, elles sont toutes, on pourrait dire fades. Elles se ressemblent toutes. Il n'y a pas vraiment de petit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? À part un petit branding, mais qui est très light, mais qui sera pour tout le monde en fait. Ce sera à peu près le même. Il y aura juste une couleur qui va changer, la couleur du bouton et c'est tout quoi. Sinon, l'expérience entre guillemets est assez pauvre, assez basique. Par exemple, quand tu vas chez la boutique Dior et que tu vas sur le site de la Fnac, tu vois, c'est pas du tout la même expérience que tu vis. T'es pas du tout dans le même univers, etc. Donc ça, pour moi, je pense que les boutiques e-commerce ont quand même encore de beaux jours devant eux. Mais par contre, ces expériences d'achat-là, par contre aussi, elles vont avoir de beaux jours aussi devant elles, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a une connexion
entre l'influenceur, la personne qui va vendre son produit et son audience. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. D'ailleurs, on peut le voir sur les Facebook Live, TikTok, ça va arriver aussi. Je crois qu'il y en a d'autres aussi qui font ça ou qui vont faire ça. Instagram, je crois, ils sont dans les tuyaux aussi. Ouais, alors ça, je pense que ce sera un méga plus, justement, pour faire découvrir des produits, faire un live, machin et tout. C'est ça, qui est une connexion entre guillemets avec l'audience. De là à dire que les boutiques en ligne sont mortes, non, pas du tout. D'accord, ok. Bon, c'était intéressant d'avoir ton avis de spécialiste de Crow. Et donc, après, je peux me tromper, hein, mais bon. Ça, je crois qu'on le verra avec le temps. Ouais. Voilà, exactement. Donc maintenant, nous arrivons. Ouais. Si je pouvais dire un petit mot là-dessus, je pense que dans les années qui vont arriver, c'est l'IA qui va justement, on parlait de personnalisation du parcours utilisateur. Je pense que dans quelques années, on va pouvoir justement avoir, grâce à l'IA, un parcours type pour chaque utilisateur. C'est-à-dire que des produits que lui aime, qu'on lui suggère que ce qu'il aime par rapport à ses préférences, automatiquement, presque brandé, limite, pour la personne. Ça, c'est quelque chose qui me semble le plus probable. Après, bon, on verra comment ça évolue. Alors, j'aimerais bien avoir tes explications un peu plus profondes. Ça veut dire que, par exemple, un utilisateur, moi, par exemple, je renseigne, je sais pas, sur un ordinateur ou dans un espace privé, tous mes renseignements, je sais pas, de nutrition, de voyage, de fringues, et ça me connecte avec des boutiques en fonction ou comment ça? Je pense même pas, je pense que via directement tu as les données qui circulent sur internet sur toi, tes cookies, ils n'ont même pas besoin de ça, clairement. Seulement l'IA va te proposer automatiquement quelque chose qui est adapté pour toi. C'est-à-dire que si toi t'es vegan, on va pas te proposer une côte de bœuf, quoi. Tu vois, plutôt dans ce sens-là. Si t'es on va dire amateur sensible à tout ce qui est objet, admettons caméra, vidéo et tout ça, on va te proposer des produits, et par rapport à des produits que tu as déjà consulté en plus, qui t'intéressent déjà, on va te les mettre en avant, ce genre de choses là en fait directement. On va te faire des suggestions par rapport à ces produits là. On va pouvoir voir si est-ce que tu es un type d'utilisateur qui généralement prend des produits additionnels quand tu achètes un produit. Est-ce qu'on va essayer de te vendre par exemple la sacoche ou l'étui ou le nouveau objectif si tu es un amateur de la photographie, tu vois, plus dans ce sens. D'accord. Ce serait beaucoup plus subtil en fait. D'accord, ok. Et à mon avis, du coup, ce serait peut-être plus un géant comme Google ou des trucs comme ça, non? Non, je pense pas. Google, etc. serait hyper intéressant pour récupérer de la donnée en fait sur toi, ton persona, ton profil type, tes envies, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ce que tu as pu rechercher, ce qui t'intéresse en ce moment, est-ce que quand par exemple il y a une promotion, est-ce que tu es le type de personne qui va acheter ou pas, tu vois, plein d'éléments comme ça qui en fait vont faire en sorte que ils te créent une offre résistible dans la boutique e-commerce pour toi en fait. Donc ça va de plus en plus dur à pas acheter, quoi, grossièrement, quoi. D'accord. Voilà comment je le vois dans un futur. Je pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel dessus, surtout que l'IA évolue à une vitesse complètement dingue. Le jour où on va pouvoir coupler, que l'IA va pouvoir se brancher la donnée, étudier les comportements des utilisateurs et proposer presque un A/B test, presque rien que pour toi, en fait, en instant T, où tu arrives sur le site, là ça va être autre chose. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a encore du boulot parce que tu vas arriver dans un traquenard, quoi, dès que tu vas arriver sur... clairement. Le piège comme la souris. Là, t'arrives à Disneyland, quoi. Ouais, t'arrives à Disneyland, quoi. Tout est beau, tout est super, ils t'ont compris, quoi. Exactement, ils t'ont parfaitement compris. Ok. Donc, nous arrivons dans la dernière partie qui est la conclusion. Et pour terminer cette interview, James, j'aimerais que tu puisses nous donner la conclusion sur ce sujet de la Crow et du design, en fait, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Alors le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que je dirais ne prenez jamais de décision sur l'intuition. Je pense que c'est certainement la pire chose qui est à faire. Ne pas se mettre à la place de vos utilisateurs clients, ne pas les écouter et comprendre ce qu'ils viennent chercher. Ça aussi c'est un gros warning. Ce qu'ils veulent, c'est que faut que vous puissiez leur donner l'information qu'ils demandent au bon moment et de la bonne manière. Après tout, pourquoi en fait un utilisateur il viendrait acheter chez vous?
Et des boutiques, il y en a des milliers, si c'est pas des millions, quoi. Donc l'accro, c'est pas quelque chose qui est à prendre entre guillemets à la légère, parce que si un concurrent, lui, à vous, ne le prend pas à la légère, vous allez clairement rester sur place. D'accord. Par rapport à lui. Ouais. Et on le voit bien, il y a des courbes où tu vois des sites qui prennent pas ça très au sérieux. Ils appliquent les bonnes pratiques. Une fois qu'elles sont là, il y a toujours cette courbe, elle est toujours en redescente en fait. C'est un peu en dents de scie et tu n'arrives jamais à faire quelque chose qui est maintenable, qui fonctionne véritablement. Tu es toujours en train de courir derrière en fait. Donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Les autres avantages aussi, même si le processus c'est un processus qui est plutôt en continu, une fois que la stratégie entre guillemets que vous avez itérée et que vous avez implémenté, du coup l'optimisation que vous avez faite est en place, en gros la machine elle est lancée. Plus besoin d'injecter X euros, X milliers d'euros pour convertir, parce qu'on sait qu'à partir de là ça convertit déjà au taux qu'on a stabilisé. Alors après oui, on peut faire des itérations dessus pour améliorer ça ou pas éviter qui baisse, mais c'est pas comme en acquisition. Typiquement, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en acquisition, le contre-exemple, c'est que si vous injectez pas X euros en acquisition, vous arrêtez, du jour au lendemain, vous n'avez plus de trafic. Votre trafic s'arrête immédiatement. En tout cas, je juge ici que le trafic payant. On parle pas de l'organique, du SEO. Mais si du jour au lendemain, une boutique en ligne arrête de dépenser X euros en ad, le trafic s'arrête, net. Ouais, c'est clair. Ouais. Tout à fait. En tout cas pour la partie payante. Ouais, tout à fait. Alors que sur l'accro, non. La page elle sera déjà construite, la stratégie sera faite pour convertir. D'accord. Ok. C'est ça qu'il faut essayer de bien faire comprendre. Ce que j'essaie souvent de faire, d'expliquer justement à mes clients, c'est qu'une fois que c'est en place, c'est en place. Alors après, ça va pas durer à vie, c'est pas perpétuel, mais déjà c'est stabilisé, c'est maintenable, on peut passer à autre chose. D'accord. Donc on l'a pas encore abordé. Mais ce que j'aimerais aussi pour conclure, ne sous-estimer par contre jamais tout ce qui est séquence d'emailing, c'est hyper important pour vos relances, que ce soit pour des promos, d'un nouveau produit, des waiting lists, des abandons de panier, etc., etc., etc. On sous-estime beaucoup je vois de personnes qui ont des boutiques qui n'ont pas de séquence emailing chez eux, et du coup c'est dommage de s'en priver parce que c'est vraiment un booster de conversion vraiment énorme. Ouais, d'accord. Donc prenez l'accro, prenez ça d'ensemble et ne passez pas un bouton noir en bouton bleu, c'est pas ça qui vous fera vendre plus de 20%. Clairement, c'est vraiment un ensemble, c'est un tout. Donc essayez de vous mettre à la place d'utilisateur, comment vous pouvez avoir, quel point de contact vous allez pouvoir aller avoir entre guillemets avec lui, comment vous allez pouvoir le capter, le retenir et potentiellement l'engager pour le convertir. D'accord. J'ai juste une dernière question sur des missions passées avec des clients passés où tu as mis en place la CRO. Est-ce que ça t'arrive régulièrement de revenir vers eux ou ils font appel à toi de nouveau pour retravailler sur des sujets parce que tu disais que c'était quelque chose de continu et donc de revenir sur des sujets d'amélioration en continu? Alors, 3 choses. Je fais 3 formules, entre guillemets. La première, c'est on continue, mois après mois. La deuxième, c'est on va dire un one-shot. Donc, pour une période donnée, on va faire ça, ça, ça. Et moi, ce que je fais, c'est que dans ma formule, c'est que je fais toujours un suivi sur 90 jours des données. D'accord. Et chaque mois, je propose 1 à 2 recommandations. Donc ça, c'est offert. D'accord. Dans cette formule-là. Et la troisième, c'est l'audit. Je fais souvent ce qu'on appelle un lead magnet. C'est un audit UX de la boutique en live ou enregistré en asynchrone et que je fournis après directement au client. Ce qui permet de voir déjà quels sont les points. Alors après, bien sûr, on se base essentiellement sur ce qu'on voit sur cet audit-là. C'est plus sur des bonnes pratiques. Bien sûr, pas les données évidemment de la boutique, mais ça permet déjà de mettre en lumière, déjà de voir des choses parce que plus t'en fais, plus tu vois que ça c'est une évidence, ça un peu moins. Ça je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, ceci, cela. Ici il faut peut-être, là j'ai regardé ta page sur PageSpeed sur Google, en SEO t'es pas mal, mais en accessibilité ou en performance t'es pas bon. Donc il y a des choses à faire, des petites choses dans ce style-là. Et généralement, pour revenir sur ta question,
Mes nouveaux clients prennent ma formule entre guillemets one shot, c'est-à-dire que il y a généralement c'est la landing ou la page catégorie avec la page panier, le checkout, l'espèce de pack, et le suivi des données sur 90 jours. Et après ce temps-là, ils reviennent vers moi. Parce que le but, c'est justement de leur apporter un bénéfice, et dès que tu vois le bénéfice, forcément, c'est hyper intéressant. Et ce que j'aime leur dire aussi, c'est que dans un premier temps, si le premier mois, vous commencez à avoir des retours sur investissement, plutôt que de le prendre, garder pour la boutique, essayez de réinjecter une partie dans votre système d'acquisition, en publicité, pour voir justement de faire grossir un petit peu tout ça. Et généralement, ça peut décupler toute notre stratégie. D'accord, ok, bon bah très bien. Bah en tout cas, merci beaucoup James, c'était vraiment très intéressant ton intervention sur l'accro et le design. Merci beaucoup à James d'être venu dans Design Plus pour partager sa passion de la CRO avec la communauté design francophone. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi avec tes collègues, tes amis et sur tous tes réseaux sociaux. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour écouter le podcast, recevoir les notifications de cette nouvelle saison numéro 11, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. À bientôt, salut!